On dit que Saint-Cénery-le-Géret ressemble à une carte postale. Une rivière qui ourle les prés comme un ruban d'étain, des toits d'ardoises sages, des murs de pierre qui sentent la mousse et l'hiver. On dit cela avec la voix de ceux qui n'y ont jamais été jugés. Moi, j'y suis revenu comme on revient d'un tribunal, sans victoire, sans dignité, avec une valise trop légère et une honte trop lourde. Adrien, 32 ans, ancien avocat parisien. Un homme dont le nom avait un poids jusqu'au jour où il n'en eut plus. On m'a retiré le droit de plaider. Une erreur, un geste, une ligne franchie, ou une corde passée autour de mon cou par des mains plus propres que les miennes et plus puissantes. Au fond, qu'importe. Le résultat est le même, je suis tombé. La maison de mon oncle, ou plutôt ce qu'il en restait, m'attendait au bout d'un chemin maigre, bordé de pommiers épuisés. Une bâtisse basse, comme si elle avait appris à se tenir invisible. La clé grince dans la serrure et l'odeur me saute à la gorge, poussière, cire froide, linge oublié. Dans le couloir, le plancher proteste sous mon poids avec un soupir de vieil homme. Chaque lame de bois semble compter mes pas comme un huissier. Je m'installe sans cérémonie. Pas d'élan, pas de projet, juste l'idée de disparaître. À Paris, j'avais des néons et des silences électriques. Ici, j'ai des oiseaux et des regards. Car on me regarde dès le premier matin. Au café du bourg, la cloche teinte quand j'entre. Les conversations s'étranglent. On se retourne avec une politesse qui n'en est pas une. Les gens ont ce sourire-là, en Normandie, pas méchant, mais précis. Le genre de sourire qui vous classe. Je commande un noir, je le bois comme un médicament. C'est là que je le vois, Marcel. On ne le voit pas d'abord comme un homme, mais comme une tache dans le décor, un défaut volontaire. Il passe devant la vitrine, chapeau trop grand, manteau trop fin, les épaules pliées par un poids qu'on ne lui a jamais retiré. Deux adolescents le suivent à distance, ricanent, puis l'un d'eux se penche et crache par terre, juste devant ses chaussures. Marcel ne s'arrête pas, il ne réagit pas, il continue comme si le monde n'avait plus de prise sur lui. Le traître souffle une femme derrière moi en remuant son sucre avec une lenteur appliquée. Le mot tombe dans le café comme une pièce de monnaie sale. Je n'ai pas besoin de demander. Ici, tout le monde aime expliquer. La patronne, une femme aux mains rouges et au regard clair, se penche vers moi avec l'empressement de ceux qui servent aussi des verdicts. « Vous êtes le neveu de la vieille maison, c'est ça? Alors vous devez savoir. Marcel, là, 44, 45. Il fricotait avec les boches. Il riait avec eux. Il leur versait du vin comme à des frères. Après la libération, on l'a traîné devant tout le monde. Indignité nationale. Et pourtant il est resté, comme une punaise. Je hausse les épaules par réflexe. Moi aussi, j'ai été traîné. Pas sur une place publique, mais dans des couloirs capitonnés. Le résultat est identique. On vous enlève le droit de parler, et les autres appellent ça justice. En sortant du café, l'air est coupant. Je marche au hasard et j'entends un bruit sec, un claquement. Je tourne la tête. La camionnette de Marcel est garée près du nez. Un homme, sans se cacher, est en train d'enfoncer un couteau dans un pneu. Le caoutchouc soupire et meurt. Personne ne l'arrête. Personne ne s'indigne. Deux femmes passent avec un panier, jettent un regard, accélèrent à peine, comme si c'était une habitude du paysage, au même titre que les pierres et la pluie. Puis je vois la pancarte. Accrochée au portail de Marcel, écrite au pinceau épais, « Ker, traître ». Le « E » de « Ker » est faux, volontairement grotesque, comme un rire. Sous le mot, quelqu'un a dessiné une petite caricature, un homme avec un nez de porc, un verre levé. Je reste planté là, étonnamment immobile. Je devrais me sentir supérieur ou révolté, ou au moins curieux. Mais ce que je ressens est plus bas, plus intime. Une forme de chaleur noire. Lui et moi. Deux déchets. Deux hommes dont on a fait des exemples. L'un à cause d'un passé que tout le monde croit connaître. L'autre à cause d'un présent que personne ne veut comprendre. Le soir tombe vite. Dans la maison de mon oncle, j'allume une lampe. La lumière jaune glisse sur le plancher, et je remarque enfin ce détail. Certaines lames, près du salon, ont été démontées puis replacées. On le voit au clou, à peine décalé, comme des cicatrices dissimulées sous un col. Je souris sans joie. Les jours suivants s'étirent avec une lenteur humide. À Saint-Cénery-le-Géret, même le temps semble avoir peur de faire du bruit. La brume s'accroche aux haies, le ciel reste bas, et ma maison, la maison de mon oncle, respire comme un animal fatigué.
Le plancher, lui, ne se tait jamais. Il gémit sous mes pas, et parfois quand je m'arrête, j'ai l'impression qu'il continue à murmurer sans moi. Je fais ce que font les hommes qui veulent disparaître. Je marche beaucoup, je parle peu, je regarde tout en prétendant ne rien voir. Marcel, lui, est partout et nulle part. Il apparaît au détour d'un mur, disparaît derrière une grange. On le voit porter des sacs trop lourds pour son âge, toujours seul. On le voit se faire frôler, pousser, ignorer. Et lui, il avance. Pas avec courage. Avec cette obstination muette des condamnés qui savent que se défendre serait offrir un spectacle. Un matin, en passant près de chez lui, je remarque que la pancarte « Traître » a été remplacée. Cette fois, elle est plus soignée. Lettre noire, droite, presque élégante. Comme si la haine avait gagné en maturité. Je crois que ça devrait m'écœurer. À la place, ça m'intrigue. Ce qui m'intrigue plus encore, ce sont les contradictions. Car Marcel n'a rien d'un homme qui profite. Sa maison est rabougrie, son jardin maigre, sa veste élimée. Pourtant, 2 fois en une semaine, je le vois revenir de la route de Mortagne avec un paquet long, soigneusement ficelé, et un sac en papier épais portant le nom d'une boutique. Papeterie des Arts, Alençon. Alençon n'est pas le bourg d'à côté. Alençon, c'est le genre de déplacement qu'on ne fait pas pour acheter du pain quand on a le cœur fragile et les genoux raides. Je le suis, sans l'assumer, comme on suit une idée qui refuse de vous lâcher. Le 3e jour, je prends ma voiture, je roule jusqu'à la petite ville et je me gare devant la papeterie. Vitrine propre, crayons alignés comme des soldats, carnet au papier ivoire. Et là, je le vois entrer, Marcel, chapeau à la main, comme s'il demandait pardon à l'air. Je reste dehors, derrière le reflet des vitrines. À l'intérieur, il parle au vendeur avec des gestes précis. Il choisit lentement. Il n'achète pas le moins cher. Il achète le beau. Des feuilles épaisses, des fusains, des pastels, un bloc de papier à dessin. Et puis, comme une dernière note étrange, un petit jouet en bois. Une figurine articulée, un cheval minuscule, poli au point de briller. Je le vois payer avec des billets soigneusement pliés. Pas d'hésitation, pas de marchandage. Quand il sort, nos regards se croisent. Son visage ne montre pas de surprise, plutôt une lassitude ancienne, celle de ceux qui savent qu'ils sont observés depuis trop longtemps pour encore s'en formaliser. Mais dans ses yeux, il y a une chose qui me déstabilise. Pas de peur, pas de honte. Une sorte de vigilance tendre, presque paternelle, qui n'a rien à faire dans le regard d'un traître. Il passe devant moi, sans un mot. Je pourrais l'interpeller. Je ne le fais pas. J'ai passé trop d'années à plaider, à chercher la phrase parfaite. Ici, les mots ont l'air dangereux. Le soir, de retour à la maison, je retrouve cette sensation, le secret sous mes pieds. Les lames de bois près du salon semblent me fixer, comme des paupières closes. Je m'accroupis, je passe le doigt sur un clou. Il bouge à peine, juste assez pour me donner envie de le retirer. Je n'ai pas encore le droit d'être curieux, me dis-je. Mais la curiosité, chez moi, n'a jamais demandé l'autorisation. Et tandis que la nuit engloutit la vallée, une odeur très légère remonte du salon. Une odeur absurde, déplacée, celle d'un café trop chauffé. Comme un avertissement, ou comme un souvenir qui s'allume quelque part, sans qu'on l'ait invité. Il y a des maisons qui ont des greniers pleins de fantômes. L'odeur revient le lendemain, plus franche, plus insolente. Un café brûlé, sauf que ce n'est pas chez moi. C'est dehors, dans l'air froid, comme si le village lui-même avait laissé une casserole sur le feu. Je sors sans manteau, par réflexe, et je comprends tout de suite. L'odeur vient de la maison de Marcel. Sa porte est entr'ouverte. Ce détail ici tient du scandale. À Saint-Sénéry, les portes ne s'entr'ouvrent pas. Elles se verrouillent, elles claquent, elles disent chez moi comme un verdict. Celle de Marcel, au contraire, paraît hésiter, comme si quelqu'un avait tenté de la fermer, puis renoncé. Je m'approche. Dans la cour, le portail grince faiblement au vent. Le pneu crevé de sa camionnette pend encore sur la jante, flasque, humilié. La pancarte « Traître » est là, bien droite, comme une médaille inversée. J'entre. La maison sent la fumée froide, le linge humide et quelque chose d'autre. La solitude, cette odeur qu'on ne décrit jamais mais qu'on reconnaît immédiatement. Dans la cuisine, une cafetière est posée sur un feu éteint depuis longtemps. Le café à l'intérieur est noir, épais, comme une encre oubliée. Une croûte s'est formée au bord. Ça a brûlé, puis ça a refroidi, puis ça a attendu. Je l'appelle. Marcel, ma voix se perd dans le couloir étroit.
Pas de réponse. Seulement le tic-tac d'une horloge, et à chaque pas, le plancher qui se plaint, un plancher cousin du mien, le même bois, la même fatigue. Je traverse le salon et je le vois. Il est assis dans un fauteuil près de la fenêtre, comme un homme qui regarderait la pluie. Sa tête est légèrement penchée, son chapeau posé sur ses genoux, ses mains ouvertes. Sur la petite table, un paquet de feuilles à dessin est encore emballé, intact. À côté, un jouet en bois, un petit cheval. Je m'approche lentement, sans savoir pourquoi je ralentis, comme si le mouvement pouvait le réveiller. Son visage est calme. Trop calme, je pose 2 doigts sur son poignet. Rien. La peau est froide, mais pas encore dure. Une mort récente, discrète, sans théâtre. Une mort qui ressemble à sa vie, sans témoin. Je reste là, stupide, une seconde de trop. Dans ma tête, tout se bouscule. Appeler quelqu'un, prévenir la mairie, faire ce qu'on fait quand un homme meurt. Puis une pensée plus noire s'impose et me serre la gorge. Personne ne viendra vite. Ici, Marcel peut rester mort longtemps avant d'être pleuré. Je cherche un téléphone. Je n'en trouve pas. Alors je fouille mécaniquement, comme on fouille pour ne pas ressentir. Dans un tiroir, je tombe sur une enveloppe épaisse, jaunie, des papiers, des cachets, une écriture administrative d'un autre siècle. Et surtout, une clé. Une clé ancienne, lourde, avec une étiquette de carton attachée par une ficelle. Sur le carton, une seule lettre au crayon, presque effacée. Je serre la clé dans ma paume. Mon regard revient malgré moi vers le plancher, près du fauteuil. Les lames de bois ont des marques plus nettes, comme si on les avait souvent déplacées, replacées, caressées, surveillées. Là, juste là, une fente minuscule laisse passer un souffle d'air plus frais. Un souffle qui ne devrait pas exister dans une maison fermée. Je me redresse et mon reflet se dessine dans la vitre. Un homme pâle, mal rasé, les yeux trop ouverts. Un ancien avocat tombé bas, debout dans la maison d'un traître mort, tenant une clé qui n'est pas à lui. Je devrais remettre tout en place. Je devrais partir. Au lieu de ça, je murmure, sans même m'en rendre compte, comme si Marcel pouvait encore entendre. Qu'est-ce que vous cachiez sous vos planches? Dehors, le village continue de respirer comme si rien n'avait changé. Et pourtant, dans cette pièce, j'ai la certitude physique qu'un silence vient de se briser. Pas celui de Marcel. Un silence plus ancien, plus profond. Celui d'une trappe qui attend qu'on la rouvre. Et il y en a d'autres qui gardent leur secret sous les pieds. Dehors, au loin, un chien aboie. Et dans l'air humide de Saint-Sénéry-le-Géré, j'ai l'étrange sensation qu'on m'a déjà assigné un rôle dans une histoire qui n'est pas la mienne. Pas encore. Je reviens après avoir appelé les secours depuis la cabine près de l'église, la seule qui fonctionne encore comme une relique qu'on tolère. La voix au bout du fil a été professionnelle, presque ennuyée. On m'a promis quelqu'un. Pas vite, pas désolé, juste quelqu'un. Quand je retourne chez Marcel, la maison a déjà cette odeur de faim, café froid, poussière remuée, et cette présence immobile dans le fauteuil qui semble me juger sans ouvrir les yeux. Je n'ai pas le droit, me répétais-je. Et pourtant, j'ai la clé dans la poche et la lettre arque contre la cuisse comme une brûlure. Une clé, c'est un appel. Les avocats le savent, il suffit d'un verrou pour que la curiosité devienne procédure. Je m'agenouille près du fauteuil. Le plancher est plus sombre ici, comme s'il avait bu quelque chose au fil des décennies. Je passe la main sur les lames. L'une d'elles sonne différemment, creux, presque musical. Une note plus basse. Je presse et je sens un jeu infime. Je m'entends respirer. Dehors, le monde existe encore, mais ici, tout se resserre. Je glisse l'ongle sous un clou. Il résiste. Je cherche dans un tiroir une vieille lame, un outil, n'importe quoi. Je trouve un petit levier rouillé. 2 gestes. Le clou cède avec un craquement sec, obscène. Je retire la lame, puis une autre. L'air qui remonte n'a rien d'une cave. Il est plus propre, plus frais. Comme si quelqu'un avait voulu empêcher la moisissure d'entrer. Sous le bois, une trappe, et sur la trappe, une serrure. Exactement à la taille de ma clé. Je tourne. Le mécanisme répond avec une docilité inattendue, comme s'il n'avait jamais cessé d'attendre. La trappe s'ouvre sur un escalier étroit, englouti par une obscurité dense. Je prends une lampe, j'hésite une seconde. Pas par peur du noir, mais par peur de ce que la lumière va transformer en preuve. Je descends. Chaque marche gémit sous mon poids, mais ce n'est pas un gémissement de ruine. C'est un gémissement contenu, maîtrisé, comme si les sons avaient été dressés ici. En bas, je m'arrête net.
Je n'y trouve ni or, ni caisse, ni les fantasmes sordides que le village colle aux hommes qu'il est. Je trouve une pièce basse, sèche, incroyablement ordonnée. Une bibliothèque miniature. Des étagères, des livres reliés, des cahiers, des partitions de musique soigneusement empilées. Une table d'enfant, un petit tabouret, et sur les murs à hauteur de regard, une fresque. Une fresque faite au fusain, au pastel, au crayon. Une fillette de profil, les cheveux attachés par un ruban, est assise devant un piano. Autour d'elle des roses, pas des roses décoratives, des roses qui semblent pousser de la pierre, envahir l'air, manger le silence. La fillette a les mains suspendues au-dessus des touches, comme si elle attendait qu'on lui donne le droit de jouer. Je reste là, bouche entr'ouverte, comme devant un crime doux. Je tourne la lampe et je vois d'autres dessins. Une porte barrée, une botte d'homme, une main posée sur une bouche. Un calendrier griffonné, 1942, 1943, 1944. Des marques sur le mur comme des tailles d'enfants. Je prends un dossier posé sur une étagère, du papier officiel, une couverture cartonnée, usée mais protégée par du tissu. Et là, le mot me saute au visage, imprimé noir sur blanc. Tribunal, 1946. Indignité nationale, Marcel. Je feuillette et mes réflexes reviennent brutaux. Articles cités de travers, témoignages sans date, formules vagues, conduite suspecte, fréquentation. Une photographie agrafée, Marcel au café, un verre à la main, sourire figé. Et derrière lui, un soldat allemand. L'image a la netteté d'une condamnation. Je sens une colère froide grimper dans ma poitrine. Pas pour Marcel, pas encore. Pour cette mécanique que je connais trop bien. L'époque change, les uniformes changent, mais la foule garde le même appétit. Je lève les yeux vers la fresque de la fillette au piano, et je comprends d'un coup la lettre sur la clé. Ce n'est pas honte, c'est peut-être hiver, ou histoire, ou hélas, ou bien un prénom que quelqu'un a enfermé ici pour qu'il survive. Au-dessus de moi, le plancher du salon craque doucement, comme s'il répondait à ma pensée, et je réalise, avec une lucidité qui me fait presque vaciller. La maison de Marcel n'était pas seulement une maison, c'était un instrument. Et le village, pendant 50 ans, n'a entendu qu'une seule note, celle qu'il voulait entendre. Quand je remonte, la lumière du salon me paraît indécente, trop vive, presque vulgaire. Marcel est toujours là, dans son fauteuil immobile, comme si la mort avait pris soin de ne pas déranger la mise en scène. Je replace les lames du plancher avec une précaution maladroite, plus pour me donner l'illusion d'être correct que pour vraiment dissimuler quoi que ce soit. Le bois ne se remet jamais parfaitement. Il garde une mémoire. On frappe, pas un coup hésitant. Un coup qui signifie « nous sommes chez nous ». J'ouvre. 2 gendarmes, un adjoint au maire et évidemment la patronne du café, venue aider. Dans les villages, on ne constate pas une mort, on la partage. « C'est vous qui avez appelé », fait le plus grand des gendarmes en entrant sans attendre ma réponse. Le regard de l'adjoint glisse sur la pièce, puis s'arrête sur Marcel. Il soupire, comme si on venait de lui annoncer une corvée. « Eh bien, il était temps », lâche-t-il. La patronne du café se signe à moitié, sans conviction. Pauvre Marcel. Enfin, pauvre, vous voyez. Je vois, oui, je vois cette compassion qui arrive toujours après la sentence, jamais avant. Le gendarme s'approche du corps, vérifie, note l'heure approximative. Pendant ce temps, l'adjoint ouvre un placard, puis un autre, sans gêne. « Il avait de l'argent, ce vieux, dit-il. Ou alors il cachait. On a toujours dit. » Je sens ma nuque se raidir. « On a toujours dit quoi ?» je demande. Il me regarde, surpris que je parle. « Vous êtes nouveau. Ici, on sait. » Marcel, il avait ses secrets. Il n'achetait rien au village, mais il vivait. Alors forcément, le mot préféré des foules, il remplace les preuves, il évite la pensée. Il s'agite, tourne, commente. Personne ne s'approche de la table où sont les feuilles à dessin, les crayons, le petit cheval, comme si ces objets-là les gênaient, parce qu'ils ne collent pas au récit. Le plus jeune des gendarmes, lui, les remarque. Il prend le cheval entre 2 doigts. « C'est joli, murmure-t-il. » La patronne réagit aussitôt. « Il achetait ça à Alençon, figurez-vous, alors qu'ici on a tout ce qu'il faut. Mais monsieur Marcel préférait aller ailleurs, hein. Toujours à part. » Je voudrais lui répondre. À part, oui, comme on met à part ceux qu'on veut punir sans le dire. Mais je ravale. À Paris, j'ai perdu mon droit de parler. Ici, je n'ai même pas le droit de penser trop fort. L'adjoint se penche sur le plancher près du fauteuil.
Mon sang se fige. Il fronce les sourcils, comme s'il percevait quelque chose, une irrégularité, une nuance. Il tape du bout du pied. Ça sonne creux, votre truc. Je souris, un sourire qui ne m'appartient pas. Celui des hommes qui ont déjà menti en robe noire. Vieille maison, tout sonne creux ici. Il insiste du regard, puis hausse les épaules. Il n'a pas envie de chercher vraiment. La curiosité est un luxe, la malveillance, elle, coûte moins cher. Ils finissent par sortir, laissant derrière eux une odeur d'uniforme mouillé et de phrases mal dites. Avant de partir, le gendarme me glisse, presque humain. « Vous allez être convoqué pour le témoignage. Et vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre? De la famille? Je pense à la fresque, à la fillette au piano, à la lettre. Non, je dis, personne. » Quand la porte se referme, la maison retombe dans un silence dense, mais pas vide. Un silence rempli de ce que je sais désormais. Je retourne près du fauteuil. Je regarde Marcel, et pour la première fois, je ne vois plus le traître du village. Je vois un homme qui a vécu avec une haine collée au visage comme un masque, et qui a continué pourtant à acheter du papier, des couleurs, des jouets, comme s'il nourrissait en secret quelque chose de fragile. Je descends de nouveau dans la cave. Là, j'ouvre un tiroir de la petite table. À l'intérieur, des enveloppes rangées par année. Certaines sont vierges, d'autres portent des écritures différentes. Et tout au fond, une lettre froissée, jamais envoyée, datée de 1944. L'encre est pâlie, mais les mots tiennent encore debout. Je lis une phrase et je sens mon cœur se serrer comme si on tirait une corde. Si nous sortons vivants, je jure de raconter ce qu'il a fait, même si personne ne veut entendre. Je relève la tête vers la fresque, et dans l'étrange calme de ce refuge, je comprends que le véritable trésor de Marcel n'était pas caché pour être gardé. Il était caché, parce que le monde là-haut n'était pas digne de le recevoir. Je passe la nuit dans la cave, ou plutôt dans ce qui n'est plus une cave, mais une mémoire aménagée. Je m'assieds sur le petit tabouret, dos au mur, entouré de livres qui n'ont jamais servi à se divertir, mais à tenir. Tenir le temps, tenir la peur, tenir les enfants. Je lis. Des carnets d'abord. L'écriture de Marcel, anguleuse, sans fioriture, mais d'une précision presque juridique. Des dates, des heures, des quantités de farine perdues dans les registres municipaux. Des phrases sèches. Ils ont respiré aujourd'hui, 15 minutes, pas plus. Ils ont ri, ça m'a fait peur. Puis viennent les lettres. Des dizaines, des centaines peut-être. Certaines en français maladroit, d'autres dans une langue que je ne comprends pas, mais dont je reconnais la supplique universelle. Les enveloppes portent des tampons, Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem. Années 50, 60, 70, jusqu'aux années 90. Elles sont toutes ouvertes, aucune n'est arrivée à destination. Je remonte le cœur lourd et je marche jusqu'à la poste du village. Un bâtiment gris, propre, impeccable, comme un mensonge bien entretenu. Derrière le comptoir, le postier, un homme sec aux cheveux rares, me reconnaît aussitôt. « Ah, vous êtes celui de chez Marcel. Pas le voisin, pas le témoin. Celui de chez Marcel. Comme une contamination. J'aimerais consulter les archives, je dis. Les courriers adressés à Marcel ou envoyés par lui. Il me regarde comme on regarde un enfant qui pose une question inconvenante. Il n'y a rien. Pourtant, il y a des tampons, des dates, des correspondances internationales. Un silence, puis un sourire fin. Vous savez, à l'époque, des lettres se perdaient. Et puis, Marcel n'était pas quelqu'un de très apprécié. Les gens ne tenaient pas à ce qu'ils reçoivent des nouvelles. Je sens cette phrase me traverser comme une gifle lente. Vous êtes en train de me dire que le courrier a été volontairement retenu? Il hausse les épaules. Je dis que le village a sa mémoire et ses oublis. Je quitte la poste avec la certitude glaciale que Marcel a été condamné 2 fois. Une fois par la justice officielle, une fois par une justice quotidienne, plus sournoise, plus durable. Le soir même, je fouille les registres municipaux. Mon ancien métier revient, malgré moi. Je prends des notes. Je compare. Je croise les dates des lettres avec les absences de distribution. Tout concorde trop bien pour être un hasard. Un nom revient souvent dans les marges, celui du postier. Toujours là, toujours en service. Je comprends alors ce que je dois faire. Non pas défendre Marcel, il est trop tard pour une défense, mais exposer le mécanisme. Les jours suivants, je contacte une historienne locale puis une association de mémoire. J'envoie des copies, des photos, des scans.
Je n'ai plus de carte professionnelle, plus de titre, mais il me reste quelque chose de dangereux. La méthode. Le village commence à murmurer. Pas contre Marcel, contre moi. On m'évite. On ferme les volets quand je passe. Un soir, je trouve un mot glissé sous ma porte. Laisse les morts tranquilles. Je pense à la fillette au piano, à ses mains suspendues, à ces lettres qu'elle a écrites toute sa vie, sans jamais savoir qu'elles étaient tombées dans un gouffre volontaire. Je retourne dans la cave, une dernière fois cette nuit-là. Je m'arrête devant la fresque. À la lumière tremblante, le visage de la fillette semble presque vivant. Je vais les faire sortir, je murmure, toutes. Au-dessus de moi, le plancher craque doucement. Cette fois, ce n'est plus un avertissement. C'est un accord qui se tend. Le bruit circule plus vite que mes courriers recommandés. On ne me salue plus. On me jauge. Au café, ma chaise est soudain réservée, comme si le bois avait pris parti. Et quand je traverse la place, j'ai l'impression d'entendre, derrière les volets clos, le froissement d'une foule invisible qui répète la même phrase depuis 1946. Je continue quand même. Je demande officiellement l'accès au dossier Marcel à la mairie. L'adjoint, le même qui fouillait ses placards comme un receleur, me reçoit avec une bienveillance sèche. « Vous vous acharnez, monsieur. Adrien, c'est ça? Pourquoi ?» Je pose sur son bureau une copie du jugement de 1946, annotée de main. Parce que ce dossier est bancal. Parce qu'il manque des pièces. Parce que la photo utilisée comme preuve principale ne prouve qu'une chose, qu'un homme tenait un verre. Il ricane. « Vous n'allez pas nous refaire un procès tout de même. » Je le regarde. Et je comprends que ce n'est pas Marcel qu'ils défendent. C'est leur propre confort moral. S'ils admettent s'être trompés, c'est toute leur histoire qui devient suspecte. Je quitte la mairie avec un refus poli, emballé dans des formules administratives. Mais le refus est une invitation. S'il ferme la porte, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Cette nuit-là, je retourne dans la cave. J'ouvre un coffre en métal rouillé, coincé sous une étagère. À l'intérieur, des papiers pliés, des carnets plus anciens et une enveloppe marquée d'une autre écriture. À ouvrir seulement si. La fin de la phrase a été arrachée. Je l'ouvre. Il y a une série de notes, datées de 1943, et une description qui me coupe le souffle. Inspection annoncée, ils ont entendu, il faudra les faire boire. Les pages suivantes tremblent sous mes doigts, comme si le papier se souvenait encore. Et alors, sans que je l'aie cherché, le flashback me tombe dessus. Pas comme un souvenir à moi, je n'étais pas né, mais comme une scène que la cave a conservée dans ses murs. Je vois Marcel, plus jeune, le visage fermé, debout dans son salon. La porte s'ouvre brutalement. 2 soldats allemands entrent, bottes luisantes, odeur de cuir et de pluie. Derrière eux, un officier, plus propre, plus dangereux, regarde la pièce comme on inspecte une proie. Marcel ne recule pas. Il prend une bouteille qui à l'époque devait être un trésor familial, un vin rouge sombre, épais, presque cérémoniel. Il la débouche avec une lenteur calculée. Il sourit. Pas un sourire joyeux. Un sourire d'homme qui accepte de jouer un rôle pour sauver une vie. Il remplit les verres. Et pendant qu'il parle, banalement, pendant qu'il rit même, oui, il rit, un rire sec comme un coup de couteau, je sens sous cette scène la présence d'un autre monde. En dessous, sous le plancher, 4 respirations retenues. Une main d'enfant qui serre un tissu, une bouche qu'on couvre, une peur qui s'épaissit. L'officier marche, ses pas font vibrer les lames. Il s'arrête exactement au-dessus de la trappe. Marcel se place, sans avoir l'air de le faire, entre l'homme et le point fragile. Il se penche, verse encore. Il insiste, il encourage, il amuse. Il devient le bouffon volontaire de sa propre damnation. Et dehors, derrière la vitre, il y a des silhouettes du village. Des gens qui regardent, des gens qui retiennent une seule image, Marcel qui sert du vin aux Allemands. La scène se dissout. Je reviens à la cave, au présent, le cœur battant. Je comprends maintenant. La photo, celle du jugement, est un fragment arraché à une partition. Ils ont condamné un accord, sans entendre la symphonie. Au fond du coffre, je trouve enfin un nom complet, écrit plus nettement que le reste, comme une prière qu'on veut sauver de l'effacement. Anna Levy. Et sous le nom, une adresse en Israël, datant de 1988, suivie d'une phrase qui me brûle les yeux. Elle joue. Elle est devenue ce qu'il voulait lui interdire, un son. Je reste longtemps immobile. Dehors, le village dort sur ses certitudes.
Moi, je tiens entre mes mains la preuve que ces certitudes ont été construites sur un mensonge confortable. Et je sais, avec une clarté douloureuse, ce que je vais faire ensuite. Non pas demander la permission, mais frapper là où ça fait le plus mal. Je commence par la chose la plus simple et la plus violente, la vérité sous enveloppe. J'envoie des courriers recommandés, au maire, au préfet, à la direction départementale de la Poste, à une association de mémoire, à une journaliste régionale dont j'ai trouvé le nom dans un vieux dossier. Chaque lettre contient des copies, les enveloppes israéliennes ouvertes, les tampons, les dates, les notes de Marcel, la mention de Hannah Levy. Je joins un exposé clair, froid, structuré, comme une plaidoirie sans robe. Je sais ce que je fais, je transforme un murmure en dossier. Je force l'administration à regarder ce qu'elle déteste, ses propres manquements. Le village, lui, me répond avec ses moyens. Un matin, je trouve ma boîte aux lettres arrachée, jetée dans le fossé, cabossée comme un visage après un mauvais coup. Les jours suivants, quelqu'un répand du sel devant ma porte, une traînée blanche ridicule, superstitieuse, comme si j'étais un démon qu'on pouvait repousser avec du folklore. Je souris malgré moi. Ils ont peur. Pas de moi, de ce que je déterre. La journaliste arrive un vendredi, dans une petite voiture trop brillante pour Saint-Sénéry. Elle s'appelle Claire. Elle a ce mélange de douceur et d'acier des femmes qui ont appris à écouter sans se laisser charmer. Je lui montre la cave. Elle ne dit presque rien en descendant. Quand elle voit la fresque de la fillette au piano, elle s'arrête net. Ses yeux se mouillent sans qu'elle l'admette. C'est magnifique, souffle-t-elle. C'est une preuve, je réponds. Elle examine les lettres, les carnets, les tampons. Elle photographie tout. Puis elle s'assoit sur le tabouret, comme si elle avait besoin de sentir le poids de l'endroit. « Vous savez ce que ça va provoquer, dit-elle enfin. Oui, je pense à Paris, à mon propre naufrage, à cette sensation d'être écrasé par une machine plus grande. Je pense à Marcel, écrasé par un village, et je me dis, au moins, cette fois, j'ai choisi où mettre mes mains. Le lundi suivant, la mairie reçoit une notification officielle. La poste aussi. Un contrôle est annoncé. Pas peut-être. Annoncé. Et tout change. Le café se remplit plus tôt. Les voix montent. On parle de moi comme d'un incendie. L'adjoint au maire traverse la place comme un homme traqué. Le postier, lui, garde le menton haut, mais ses mains tremblent lorsqu'il tamponne. Dans l'après-midi, 2 inspecteurs arrivent. Costume sombre, attitude neutre. Ils ne saluent personne vraiment. Ils demandent les archives. Ils demandent les registres. Ils demandent les clés. La patronne du café les suit du regard comme si elle espérait qu'ils se trompent de porte. Je me tiens à distance, mais je vois tout. C'est ça, le cinéma du réel. Des scènes muettes, des détails qui trahissent. Le postier essuie son front alors qu'il ne fait pas chaud. L'adjoint répond trop vite. Le maire sourit trop. Quand les inspecteurs ouvrent enfin une armoire métallique au fond du bureau de poste, une armoire que personne ne mentionnait jamais, un silence tombe sur la pièce, lourd comme une condamnation inversée. À l'intérieur, des liasses de lettres attachées par des ficelles, jaunies, intactes. Des années de courrier jamais distribués. Le nom Marcel revient comme une obsession. Et par-dessus tout, des enveloppes d'Israël. Je vois Claire, la journaliste, lever son appareil. Les flashs claquent, froids, irrévocables. Le postier tente une phrase. On ne savait pas, mais personne ne l'écoute, parce que la preuve, elle, est silencieuse et parfaite. Dans la soirée, l'article sort en ligne. Les titres ne parlent pas de Marcel traître. Ils parlent de lettres volées, de mémoires confisquées, de honte locale. Et pour la première fois depuis mon arrivée, le village ne contrôle plus le récit. Je marche jusqu'à la maison de Marcel. Je m'assieds dans son salon, près du fauteuil vide. Le plancher craque doucement comme un vieux musicien qui accorde son instrument avant le concert. Je sais ce qui manque encore. Hannah. Hannah Levy, devenue femme, devenue musicienne, devenue la voix de ce silence. Je prends l'adresse de 1988. Je trouve, grâce à Claire, un contact actuel, un agent, une fondation, une salle de concert à Tel Aviv. J'écris, je joins les preuves, je n'enrobe pas, je ne dramatise pas. Je dis seulement, votre nom était sous un plancher. Les lettres n'ont jamais quitté le village. Marcel est mort, mais la cave existe, et la fresque aussi. Je poste, et en glissant l'enveloppe dans la nouvelle boîte aux lettres provisoire, je comprends l'ironie. Tout ce combat tient dans un geste que quelqu'un ici,
a empêché pendant 50 ans. Cette fois, le courrier part. Et avec lui, quelque chose commence à se fissurer. Là-haut, pas le plancher, le mensonge. La réponse arrive 10 jours plus tard dans un mail bref, presque irréel. Pas de phrase longue, pas de pathos. Une simple demande d'appel, une heure proposée, une signature. Anna Levy-Katz. Quand sa voix résonne dans le haut-parleur de mon téléphone, j'ai un mouvement instinctif de recul, comme si je venais d'ouvrir une porte interdite. Elle parle un français étonnamment intact, légèrement chantant. « Adrien, merci. » Je ne sais pas encore ce que je dois ressentir. Je sais seulement que j'attendais cette preuve depuis toute ma vie. Je lui décris la cave, la fresque, les lettres. Je lui dis que Marcel est mort dans son fauteuil, seul. À ce moment-là, le silence au bout du fil se fait si dense que j'entends derrière une respiration qui se brise. « Il n'était pas seul, murmure-t-elle finalement. Nous étions avec lui, même quand on ne le savait plus. Elle veut venir. Pas peut-être. Pas un jour. Elle veut venir vite, comme on revient sur une tombe qu'on a trop longtemps ignorée parce qu'on ne savait même pas où elle était. La nouvelle se répand avant même son arrivée. Claire publie un second article. Une chaîne régionale demande une interview. Le maire tente de reprendre la main en parlant de réconciliation, mot pratique qui évite de prononcer culpabilité. Le village se prépare comme on se prépare à une inspection, en rangeant la façade. On enlève enfin la pancarte traître du portail de Marcel. On repeint même la barrière. Le geste est si tardif qu'il en devient obscène. La haine, quand elle se retire, laisse une trace plus sale que le silence. Le jour d'Anna, il pleut. Une pluie fine, continue comme une musique de fond. Une voiture arrive, sobre. Pas de luxe ostentatoire. Anna descend. Elle a 70 ans peut-être. Le visage marqué mais droit. Ses cheveux gris sont tirés en arrière, avec une simplicité presque sévère. Et dans ses yeux, il y a cette chose que je reconnais immédiatement. La force de ceux qui ont survécu à l'inimaginable sans se prétendre héros. Elle s'arrête devant la maison. Elle pose la main sur le portail, comme sur un corps. « C'est ici, dit-elle. C'est ici que nous avons respiré. » Je l'accompagne à l'intérieur. Dans le salon, elle s'approche du fauteuil où Marcel est mort. Elle ne pleure pas. Elle regarde seulement, longuement, comme on regarde un homme qu'on a connu dans le noir. Puis je l'emmène à la cave. Quand elle voit la fresque, elle chancelle. Je la rattrape par réflexe. Elle pose une main sur le mur, sur le dessin de la fillette au piano. « C'est moi, souffle-t-elle. » Et cette phrase, simple, fait trembler toute la pièce, comme si le passé venait d'être validé par sa propre voix. Elle s'assoit sur le tabouret. Ses doigts tremblent légèrement, puis se posent sur ses genoux avec une maîtrise d'artiste. Elle demande qu'on lui apporte un clavier. Pas un vrai piano, impossible ici, mais un instrument, n'importe lequel, pour faire revenir le son. Le maire organise une cérémonie dans l'urgence. Trop d'empressement, trop de discours préparés. Mais Anna accepte, à une condition, que cela se fasse dans la cave, pas sur la place, pas devant les caméras, là où le courage s'est joué, loin des regards. Le soir, une vingtaine de personnes descendent. Le maire, les gendarmes, la patronne du café, quelques voisins et ceux qui n'ont jamais aimé Marcel, mais qui maintenant veulent être du bon côté de l'histoire. Claire est là, discrète, moi aussi, debout dans un coin, comme un figurant dans une scène qui me dépasse. On installe un clavier sur la table d'enfant. C'est presque ridicule, et pourtant, quand Anna pose ses mains dessus, plus rien n'est ridicule. Tout devient grave. Elle joue. Une mélodie douce, tendue, qui ressemble à une prière sans religion. Les notes s'accrochent au mur, caressent la fresque, remontent vers le plancher, comme si elle cherchait enfin l'air libre. Je vois des gens baisser la tête. Je vois la patronne du café porter une main à sa bouche, comme si elle étouffait une excuse trop tardive. À la fin, Anna se lève. Elle ne fait pas de discours. Elle dit seulement, en regardant le maire droit dans les yeux. « Vous l'avez condamné parce qu'il souriait. Vous n'avez pas voulu entendre pourquoi. » Le silence qui suit est plus humiliant que n'importe quel cri. Puis elle se tourne vers moi et sa voix se fait plus basse. « Et vous, Adrien, pourquoi vous battez-vous autant ?» Je pourrais répondre par Marcel, par Anna, par la justice. Mais la vérité est plus simple, plus honteuse. Parce que je sais ce que ça fait, dis-je, de voir le monde vous réduire à une photo. Elle hoche la tête, comme si elle comprenait tout, sans avoir besoin des détails.
En remontant l'escalier, les gens semblent plus lourds, comme si chaque marche portait désormais un nom, une faute, un remords. Là-haut, le village ne paraît plus une carte postale. Il paraît un décor qui vient d'apprendre qu'il avait un envers. Et moi, en regardant Anna sortir dans la pluie, je sens quelque chose se déplacer en moi. Une idée dangereuse, presque lumineuse. Ce que Marcel a fait n'était pas seulement un acte de courage, c'était une leçon. Et une leçon oblige à répondre, pas à admirer, à agir. Le lendemain de la cérémonie, Saint-Cénril-Géret ressemble à un lendemain de fête sans musique. Les rues sont les mêmes, les pierres aussi, mais quelque chose a été déplacé, le regard. On ne me fuit plus avec autant d'assurance. On me regarde comme on regarde un miroir qu'on n'aime pas. La préfecture ouvre une enquête. La poste suspend le postier, le temps des vérifications. Le maire parle de dysfonctionnement regrettable, formule pratique qui gomme les choix humains. Dans la bouche des gens, le nom de Marcel cesse d'être une insulte, devient une gêne. Et dans un village, la gêne est le début d'une métamorphose. Anna reste encore 2 jours. Elle marche seule près de la rivière, touche les murs, regarde les fenêtres comme si elle cherchait l'endroit exact où sa peur s'est accrochée. Elle ne réclame rien. Elle ne demande pas vengeance. Sa présence, à elle seule, fait plus mal que n'importe quelle accusation. Elle prouve qu'ils ont eu tort et que ce tort a eu un visage d'enfant. Le 3e matin, je la conduis à la voiture. Avant de monter, elle me tend une enveloppe. Ce sont des copies de mes premières lettres, dit-elle. Je les ai réécrites des années plus tard quand j'ai compris que personne ne répondait. Gardez-les, pas comme souvenirs, comme munitions. Le mot est étrange dans sa bouche, mais il est juste. La vérité, parfois, est une arme contre la facilité. Elle pose ensuite sa main sur mon avant-bras. Marcel a payé toute sa vie pour un sourire. Ne payez pas votre vie pour un silence, Adrien. Je reste immobile tandis qu'elle s'éloigne. Le village l'observe derrière les rideaux. Trop tard pour être discret, trop tôt pour être courageux. Je retourne à la maison de Marcel. J'entre dans le salon. Le fauteuil est vide, et pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Pas un fantôme, une exigence. Je descends une dernière fois dans la cave. Je regarde la fresque. La fillette au piano n'attend plus. Elle est devenue la femme qui a joué hier, et les notes sont encore là, suspendues dans l'air comme de la poussière lumineuse. Je referme doucement le coffre. Je remonte. Je verrouille. Et sur la table, dans le salon, j'étale ce que j'ai rassemblé. Le jugement de 1946 à noter, les lettres volées, le relevé des tampons, les notes de Marcel, les photos de l'armoire secrète à la poste, les témoignages que Claire a commencé à recueillir. C'est un dossier, une plainte, une histoire qui devient procédure. Je comprends alors l'ironie la plus cruelle. Je suis venu ici pour fuir le monde et je me retrouve à reconstituer avec mes mains ce que j'ai perdu à Paris, le goût de lutter. Mon téléphone vibre. Un message de Claire. Une rédaction nationale veut vous parler. Et on a retrouvé d'autres lettres, bien plus anciennes. Il y a peut-être des complices. Je lis et je sens mon estomac se nouer. La vérité n'est jamais propre. Elle entraîne des corps, des noms, des familles, des souvenirs. Elle ne réconcilie pas. Elle tranche. Je pense à mon propre dossier, à Paris. À cette faute ou à cette trahison qui m'a coûté le droit de plaider. Je pense à la manière dont j'ai accepté la chute, presque avec soulagement, comme si je méritais d'être puni. Marcel, lui, a accepté une punition qu'il ne méritait pas. 50 ans, sans jamais crier, sans jamais se défendre. Parce que se défendre aurait peut-être mis d'autres vies en danger ou détruit le fragile équilibre de ceux qui l'avaient sauvé. Et c'est là que ma honte se révèle dans toute sa petitesse. Je fais ma valise. Le geste me surprend par sa netteté. Pas de théâtre, pas de nostalgie. Je plie mes chemises, je range mes papiers, je récupère ma vieille cravate, celle que je n'ai pas portée depuis le scandale. Je la noue devant un miroir fêlé. Le reflet me renvoie un homme que je reconnais à peine, plus droit, plus pâle, mais vivant. Je sors. Il pleut encore. La Normandie n'applaudit jamais. Avant de partir, je marche jusqu'au petit cimetière. La tombe de Marcel n'est pas encore digne, pas encore réhabilitée par les discours. Une pierre simple, un nom, une date. Je m'accroupis, je pose la main sur la terre humide et je dis à voix basse, sans témoin, comme une confession que je me dois enfin. Vous vous êtes tus pour sauver des gens. Moi, je ne peux pas me taire pour me sauver moi-même.
Le vent passe dans les arbres. Un craquement de branches ressemble à un accord. Je me relève. Je ne retourne pas à Paris pour fuir. Je retourne pour affronter, pour demander la révision, pour regarder la machine dans les yeux, pour parler, même si ma voix tremble. Derrière moi, Saint-Cénry-le-Géret reste blotti dans sa beauté, avec ses pierres, sa rivière et ses fautes. Devant moi, la route s'ouvre. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas l'impression de courir. J'avance. Il y a des vies qu'on juge à partir d'une image, d'un geste figé, d'un sourire mal interprété. Et il y a des silences qu'on prend pour de la lâcheté, alors qu'ils sont parfois la forme la plus coûteuse du courage. Marcel a accepté d'être haï pour que d'autres puissent vivre. Il a payé ce prix sans reconnaissance, sans réparation, sans même l'espoir d'être compris un jour. Adrien, lui, a compris trop tard que se taire par honte ou par peur n'est pas la même chose que se taire pour protéger. Le silence peut être un bouclier ou une fuite. Tout dépend de ce qu'il défend. Cette histoire pose une question inconfortable mais nécessaire. Aurions-nous été capables de supporter l'injustice, le mépris, la solitude, si c'était le seul moyen de sauver quelqu'un d'autre? Et à l'inverse, combien de fois avons-nous laissé une rumeur, une image ou une version officielle définir quelqu'un, simplement parce que c'était plus facile que de chercher la vérité? Peut-être que, comme Marcel, vous avez gardé un secret trop lourd, par loyauté ou par amour. Peut-être que, comme Adrien, vous avez un jour renoncé à vous défendre, persuadé que votre faute, réelle ou supposée, vous condamnait au silence. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé un souvenir, une injustice, une décision que vous n'avez jamais racontée, partagez-la. Dans les commentaires ou par message privé si vous préférez rester anonyme. Vos mots, comme ces lettres longtemps enfermées, méritent d'être enfin lus. Parce qu'aucune vie ne devrait rester sous les planches. Et qu'aucune vérité ne devrait attendre 50 ans pour respirer. I didn't hear from him again. He, for a while, followed me on Instagram and was still watching my fucking Instagram stories, which is crazy. Didn't like them, but was watching my Instagram stories. I could see his name popping up, so he was still looking at my stuff. Fucking mad. Awful. So rude. This man had been like trauma dumping to me and everything like that. So it should have been he was a massive red flag. He did pay for brunch, yeah. But I'd paid for the pizza the night before. High sign. Fucking shit. Anyway, so he ghosted. I sent him a snarky message. I sent one of Amanda's snarky messages. However, on this particular dating app that I matched him with, he had then unmatched me, by the way, on this dating app after he ghosted me. And on this particular dating app, if you unmatch someone, they then come back up as a suggested connection. I don't know why, but it tends to be like a few days later, they then come back up. So I then sent him a ping, is what they're called on this. I was where you can, like, because I had a bunch of free ones where it's like a super like whatever, but you can send a message with it. I sent him a ping. I sent him a ping and I said, "You're such a good, you're such a good ghost that you're still haunting my dating apps." Just with a little ghost emoji. I was like, I'm never going to hear from this man again. Well done, thank you. I was really scared what Amanda's response was going to be there. I really hope he saw that and was like, wow, I really did just ghost that girl. Unfortunately, he's really hot. Hi, Jordan. Yeah, I haven't heard from him. No, I haven't heard from him. I mean, I've since removed him as a follower on Instagram and stuff, so he has my number, but he's in the graveyard of my locked folder on Instagram, on WhatsApp. Impeccable vibes, thanks everyone. Thank you for... I was really wondering whether that was a little bit crazy of me to do. It probably was. But imagine ghosting someone after that. Like, it's been in my house. We went for brunch at my local cafe. You know?
That's mental. Love crazy. It's really grim, really rude. I know the bar that he manages in Manchester, and I'm not going to go in, but now they've forever lost me as a customer. If you'd send something genuine, it'd be a bit like, yeah. Oh my God, I can't believe you ghosted me, boo-hoo, kind of thing. Trauma dumping too. Like, told me about his ex that died. Go to the bar dressed as a ghost. I had the awkward thing recently where a girl ghosted me and then showed up at an event I was speaking at. Fuck. Become a regular. Be as inconvenient as possible. Yeah, I know, right? I mean, if someone trauma dumps before you even go on a date, that is a red flag that they're probably going to ghost you, by the way. As I have learned. That's third date combo material. We live together. That's deep, dark secrets. Jake, I talk about my trauma up front. That's when they think they won, yeah. Hey, I'm Manchester based. Hey, do you want to go to his bar and egg him? A date is usually cheaper than therapy. Yeah, to be fair. True. I can go sing pints and cause problems. Yeah, if you could. It's a karaoke bar. Go sing really badly. And I've been trauma dumped at and then left naked and vulnerable and ghosted. Hey, crazy. Isn't it crazy? Has that ever happened to you, Amanda? Ugh. Oh, that actually just makes me feel sick. That actually just makes me feel sick at the thought of it. Naked and vulnerable. Literally naked and vulnerable. Just theoretically naked. Yeah, she was metaphorically naked. Chat to the DJ gang and blacklist the venue. He's the manager as well. New spin-off idea for Naked and Afraid. The dating scene hasn't changed. It's the Wild West out here. No, metaphorically naked. In your case, though, I was fully dressed when he left.